qui me venait à l'esprit. Alors ma question c'est, par rapport à ce que tu racontes, je voudrais faire un peu, enfin, voir comment tu traites aujourd'hui la question du rapport au temps. C'est-à-dire ce que tu évoques, ce qui a été évoqué d'ailleurs aussi par Christine, c'est des dispositifs chronophages, des dispositifs dans lesquels l'accompagnant s'engage totalement et avec un temps considérable. Et donc toute cette expérience-là, tout ce savoir accompagner, dans notre espace-temps d'aujourd'hui, est-ce qu'il peut trouver sa place, nous qui sommes aujourd'hui dans le zapping, dans l'urgence, dans un temps contraint, où justement le temps de l'écriture, le temps de la réflexivité est extrêmement difficile à trouver. Alors, quant au temps, quand moi je suis rentré à l'école des hautes études, le diplôme Bac plus 4, c'était 3 ans. Le jour où j'ai proposé de le réduire à 2 ans, ça a été un scandale. De lever les bras au ciel, comment, mais la recherche doit mûrir, etc. 2 ans. Comment on fait? Simplement, on a créé des étapes avec des moments où les gens ont des choses à rendre, qui vont créer des paliers, qui vont préparer le travail futur. Parce que quand les gens font leur autobiographie, c'est pas indifférent de la recherche. Quand ils font autour d'eux une observation et une description, c'est le début de leur recherche. Et ils vont réinvestir ça dans leur mémoire finale. De même, et là, 2 ans. Hein, puis bon, s'ils prolongent de 3 mois, on n'en fait pas une histoire. Hein. Dans le deuxième programme que je vous ai donné, 2 ans, à raison de 4 jours par semaine, 4 jours par mois, en gros une semaine par mois, 4 jours par mois pendant les 2 années universitaires, et avec une forme de structure dès le départ qui lance. C'est pour ça que je dis qu'il faut des règles, hein, et que pour nous dans la recherche, il y a une discipline, pas au sens des compartiments disciplinaires de l'université, où si vous êtes sociologue, vous n'avez pas le droit de faire de psychologie sociale, et si vous êtes psychologue, vous n'avez pas le droit de faire d'anthropologie. C'est ça les compartiments disciplinaires. Non, c'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit d'avoir une discipline de construction, de comportement, qui doit être lancée dès le départ, avec des délais, avec des temps. Hein, et en suivant attentivement la promotion, les étudiants, plus les ateliers hebdomadaires, plus les ateliers de mémoire. Il y a une demi-journée à une journée consacrée entièrement au travail des étudiants à chaque réunion autour d'un chercheur confirmé. Dans ces ateliers-là, on peut provoquer une accélération des délais. Alors, je sais que ce qui est dit là, c'est chronophage. Mais il faut voir quand même aussi qu'on a des gens qui arrivent là qui n'ont aucune formation académique et qui en ressortent avec un bac plus 4 et puis dans l'autre cas avec un bac plus 5. Donc même s'ils ont une expertise des choses humaines, une grande pratique des choses humaines, pour les faire passer par un examen rigoureux, c'est un gros travail. Et je trouve que 2 ans, c'est pas long. 2 ans, c'est pas long. Il y en a dans la salle, d'ailleurs, qui ont mis leurs 2 ans juste. Très bien. Pour la formation d'accompagnateurs. Voilà, comment nous, on traite le temps, quoi. Alors, est-ce qu'il ne faut pas, dans un accompagnement informel qui dure peut-être 1 an, vous avez dit, ou 6 mois, peut-être, je ne sais pas, à raison d'un certain nombre d'heures, c'est là où je disais tout à l'heure dans mon texte, il faut, accompagneur et accompagné, que se crée une sorte d'ingénierie à tous les accompagnements. On ne peut pas dire qu'il va y avoir des étapes, il faut passer par là, par là, par là, par là, mais ça fait partie du métier, et ça fait partie du métier d'accompagnateur. On n'y peut rien. Hein, alors, certes, ça s'apprend sur le tas, mais avant d'avoir fait beaucoup de victimes, peut-être vaut-il mieux avoir eu quelques échanges entre nous avant, quoi. On a bien retenu le terme de micro-ingénierie. Oui, micro-ingénierie. Voilà. Oui. Je voudrais passer évidemment la parole à la salle. Qui souhaite poser une question, réagir? Pourquoi
je m'appelle Roselyne Rochama, j'interviens au Conservatoire national des arts et métiers, Oui. justement dans les formations d'accompagnateurs, leur accompagnement social et professionnel, et donc je forme aussi des accompagnateurs à l'approche biographique. Donc j'ai été intéressée par ce que vous avez dit autour de... je voudrais rebondir par rapport à cette remarque que vous avez indiquée, qui est que le danger avec l'autobiographie, avec le récit de vie, c'est d'en rester là. Oui. Hein, vous l'avez dit, donc ça nécessite une objectivation, un peu une rupture. Et puis par ailleurs, vous avez aussi indiqué dans votre expérience qu'un vrai accompagnateur, enfin votre vrai accompagnateur, parce que je faisais référence à une rencontre importante, c'était celui qui a permis d'éclairer vos questionnements. Oui. Donc je voudrais justement revenir sur, en termes de méthode, donc sur avec quels moyens justement on opère ces éclairages, on permet cette objectivation, justement puisque le récit par lui-même ne suffit pas et qu'il n'est intéressant, surtout dans le processus de formation, que s'il permet un processus d'élaboration. Je trouve que dans les démarches que vous indiquez, ce qui est très intéressant, c'est que l'élaboration se fait à partir de la pratique. C'est-à-dire qu'on part effectivement de la pratique sociale, etc. Et que peu à peu, on éclaire, on élargit, on enrichit. Et donc, je pense que ça suppose là aussi un apport, en tout cas une intervention où on met à disposition des savoirs, on met à disposition des notions, des cadres conceptuels qui aident justement ce processus d'élaboration. Donc ça, c'était aussi une question que je voulais renvoyer à Christine tout à l'heure, parce que c'est vrai que dans le dispositif qui a été présenté, on fait comme si, souvent, il suffit de proposer à des personnes de raconter leur expérience pour que l'expérience émerge. Or, en fait, l'expérience n'émerge pas par elle-même si, justement, il n'y a pas un accompagnement. Et là, je dirais, il y a même un accompagnement qui est une intervention de l'accompagnateur pour permettre cet éclairage. Donc, vous voulez avoir votre Alors, évidemment, expérience par rapport à ça. Évidemment, je n'ai pas pu aller dans le détail, parce que j'ai parlé d'une ingénierie, micro-ingénierie, bon. Mais dans le cas, je vais répondre en deux temps. Dans le cas de ces deux formations, il est bien évident que parallèlement à l'accompagnement, il y a un apport considérable des séminaires, de la lecture, de la documentation et d'indication d'une bibliographie précise. Et quand je dis bibliographie, je dis par là, non pas donner 4 pages, une liste de 4 ou 8 pages de titres d'ouvrages de sociologie qui part de Robert Park jusqu'à Lahire avant-hier, mais de 2 ou 3 livres qui peut permettre à l'étudiant de repérer des choses. Alors c'est vrai pour d'autres accompagnements où il va pouvoir avoir une bibliographie un peu serrée. Alors, mais vous saisissez aussi qu'il y a également les cours. Il y a les séminaires, il y a les échanges, il y a les ateliers à l'intérieur des regroupements que nous faisons. Et la différence que je fais entre le cours, enfin, ce que disait Desroches dans son truc là, le didactique et l'initiatoire, quoi, c'est que si je sens qu'il y a des gens qui sont en difficulté, je ne vais pas leur dire ce qu'il faut qu'ils pensent, mais je vais leur indiquer la source où ils peuvent aller chercher des choses qui peuvent les éclairer à ce qu'ils sont en train de chercher. Hein. Lire tel livre sur la sociologie des organisations, tel chapitre de tel auteur, je ne cite pas d'auteur, peu importe, mais tel chapitre de tel auteur. Il y a un étudiant là qui vient de m'écrire pour me demander des renseignements, des pistes sur l'ethnomédecine. Mais je lui ai indiqué 3 livres, qui racontent des expériences d'ethnologues sur le terrain, et puis 2 ou 3 livres de méthode, mais pas plus. Et on va en discuter après. On va en discuter. C'est ça qui est très important, c'est que la personne, lorsqu'elle est allée chercher les choses, c'est là où se joue l'accompagnement, et peut-être la maïeutique. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ces sources, et comment est-ce que vous les avez intégrées, comment vous les êtes appropriées? Parce que il faut bien voir une chose,
c'est que dans les étudiants que j'ai accompagnés, il y en a 90%, bon, les Africains, c'est pas le cas, parce que je faisais des rapports avec l'ethnologie calédonienne, et encore c'est très très lointain, n'est-ce pas? Mais enfin, bon, j'avais quand même des schémas pour essayer de décrypter un peu ce qu'ils me racontaient. Mais il y a 80% des étudiants que j'ai suivis dont je ne connais pas l'objet de recherche. Donc je suis bien obligé d'abord de m'imprégner, d'entrer dedans. Moi, ce que je connais, c'est la méthode, c'est la démarche. Hein, et j'essaie de l'aider à lui indiquer les sources. Et c'est là qu'il faut avoir un menu. J'avais créé au collège coopératif, quand je le dirigeais, ce que j'ai pas pu faire à l'université, un menu de séminaires où les gens ils choisissaient les séminaires qu'ils voulaient. Bon, il y avait 2-3 séminaires obligatoires la première année, 2-3 séminaires obligatoires la deuxième année, et la troisième, bon, et après, si c'était nécessaire. Et puis, pour le reste, choisissez les séminaires qui vous intéressent. Est-ce que c'est le travail social? Est-ce que c'est l'insertion? Est-ce que c'est l'organisation des entreprises? Etc. Est-ce que c'est la toxicomanie? Bon, peu importe, mais et ils choisissaient leur entreprise qui était faite par des spécialistes, les meilleurs, sur la question, qui à leur tour leur indiquaient la bibliographie. Je leur apprends à lire aussi, hein, à chercher dans les livres comment on peut trouver ces bonnes pistes. Je sais pas, est-ce que je réponds un peu à votre question là? Autre question, réaction? Oui, j'ai pas évoqué, excusez-moi, j'ai pas évoqué le... Ah oui, bien sûr, mais j'ai pas évoqué l'idée, le danger de l'histoire de vie où on en reste. C'est que, avec des adultes qui sont en changement, vous avez des gens qui sont, à un moment de leur vie, un peu cartilagineux, quoi. Et que il y a quand même une grande tendance, après avoir écrit son histoire de vie, de vouloir en faire un peu une pseudo-analyse. Et c'est là où l'accompagnateur, je ne dirais pas qu'il y a rupture, j'ai une de mes collègues qui disait toujours, à ce moment-là, il faut casser le moule. Moi, je dis non, on casse rien, parce que les gens, ils se sont fabriqués des tas de théories, n'est-ce pas? Oui, mais elle est au CNAM, d'ailleurs, cette collègue. Les gens se sont fabriqués des tas de théories et il faut repartir de ce qu'ils sont et de ce qu'ils savent et ce qu'ils croient savoir pour essayer de les mettre en recherche. Alors évidemment, le danger, c'est, il a été évoqué, je ne sais pas si c'est par madame ou par Dominique, la psychologisation de l'histoire de vie. Et là, je forme les accompagnateurs et mes collègues. J'ai eu même des conflits à l'intérieur de mon équipe de formateurs qui se sont mal terminés d'ailleurs. Parce qu'il y en a qui disaient, mais si, il faut continuer, parce qu'on va les aider. On va les aider à quoi? On n'est pas psychologue, je ne suis pas psychothérapeute. Je peux à la rigueur les aider à comprendre le monde qu'ils ont autour d'eux, à aller chercher, à aller de l'autre côté du miroir pour comprendre des choses que les journaux racontent pas. Mais je peux pas, moi, les aider eux personnellement comme le ferait un psychothérapeute ou un psychanalyste. Donc là, je fais très attention à ça. Chacun son métier, hein, c'est pas, vous voyez. Et cet arrêt peut être là. Et il y a des moments déclencheurs dans l'accompagnement qu'il faut sentir. Et à ce moment-là, paf. Il faut effectivement savoir et vraiment être sur le qui-vive pour dire la phrase qui va relancer, qui va aider, qui va déclencher une nouvelle étape, une nouvelle réflexion. Tiens, tu dis ça, précise un peu, explicite, bon, et puis, bon, je pourrais vous en donner des dizaines hein, d'exemples. Comment? Ce que Desroches appelait le chat perché. Ah oui. Ouais, il faudrait que tu décodes, t'expliques, parce que tu parles, qu'est-ce que c'est que le chat perché? On connaît un jeu, mais... Il me semble qu'Henri Desroches, justement dans une interview ou un entretien, évoquait à travers cette formule, le chat perché, le moment de l'élaboration de l'histoire de vie, enfin, l'autobiographie raisonnée dans le vocabulaire desrochien, et de l'articulation entre cette histoire racontée et l'ouverture vers la démarche de recherche-action et la mise en rapport avec une altérité qui est le savoir, qui est la démarche, qui est le projet, etc. Enfin, voilà.
Mais c'était Savoir le moment où il faut se percher, n'est-ce pas? Oui, oui, ouvrir la fenêtre. Voilà, oui, oui. Et entrer dans une démarche d'action, de mise en projet, etc. Alors, je profite du fait d'avoir récupéré le micro. C'est la fin. Pour proposer donc peut-être encore une ou deux questions. À part Olivier, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser une question? Et pour ensuite donner la parole à Charlotte Dudas pour quelques éléments de synthèse et la transition vers le cocktail. Alors Olivier. Merci. Alors, je suis Olivier Meller, je suis à la fois coach, formateur, consultant, et en même temps, j'accompagne des ateliers coopératifs de recherche-action. Alors, je voulais rebondir sur ce que vous veniez de dire, sur le fait qu'on n'était pas là pour aider les gens. Moi, une chose que j'ai constatée, c'est que par le fait d'aider, de permettre aux gens accompagnés dans le cadre d'un ACORA, d'un atelier coopératif de recherche-action, il y a un processus de distanciation de leur quotidien. Ils sortent le nez du guidon, comme on dit vulgairement. Une mise en réflexion. Et là, je pense particulièrement à un cas de travailleurs sociaux qui étaient confrontés à beaucoup de tensions, de violences, qui accompagnaient des gens en grande difficulté. Hein. Et j'ai constaté au fil des ACORA beaucoup de retours sur le fait que ces gens-là étaient aidés, étaient vraiment s'extrayer du quotidien, acquérir beaucoup plus de confort par rapport à leur pratique qui était difficile, par rapport aux questions qui se posaient, notamment c'était la question de la maltraitance, de la bientraitance, maltraitance. Voilà. Donc là, j'ai constaté qu'indirectement, il y avait peut-être pas quelque chose de thérapeutique, mais quelque chose d'aidant. Oui, bien sûr. Voilà, c'était une simple remarque. Ah oui, tout à fait, oui. Voilà, réaction là-dessus. Je vous remercie de ce témoignage. Moi, je me représente un peu l'accompagnement comme un guide de montagne. Quand il emmène sa cordée, il est quand même responsable d'essayer de redescendre avec le même nombre de personnes, avec le nombre qu'il a emmené quand il est parti. C'est important, quoi. Et je pense que tout notre travail dans cet accompagnement et dans cette structuration que nous avons essayé de mettre dans la recherche-action, dans ce parcours chronophage qui peut durer des années, eh bien, j'en ai quand même un qui a mis 12 ans hein, pour finir son DEPS. Hein, et je pense que toute cette structuration qu'on a mis et ces accompagnements, ateliers, direction de recherche, suivi des gens, etc., était dans le but de laisser le moins de personnes possible au bord de la route qui voulaient continuer. Il y en a qui disent carrément, bon ben je peux plus, faut que j'abandonne. Bon, très bien. C'est pas d'ailleurs ceux qui parfois n'ont pas été le moins touché par le changement. Parfois, il y a des gens qui abandonnent et qui disent après 10 ans, tu sais, on a abandonné, mais pour nous, ça a été bon, un moment extraordinaire de redémarrage, etc. etc. Bon, très bien. D'ailleurs, ce qu'on appelle la postmodernité. Hein, qui... Un de mes premiers clients, un directeur artistique, quand je lui demandais qu'est-ce que c'était pour lui que cet accompagnement qu'il avait vécu et cet accompagnateur, il m'a dit finalement, le coach, c'est un compagnon de cordée pour ascension difficile. Merci, on se retrouve. Ouais. Bon, je pense que c'est... Merci, donc Philippe. Donc vous pourrez continuer d'ailleurs à échanger avec Philippe au moment du pot. Et donc Charlotte Dudas, notre vice-présidente bien-aimée, va être chargée pendant quelques minutes là, de nous donner ses impressions en synthèse. Exercice évidemment difficile.